exploitait, qu'on nous extorquait le maximum de plus-value avec le minimum de salaire, etc. Su qu'en 1960, le mot le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management était le mot hiérarchie. Combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999? Bravo, madame. Selon vous, mesdames et messieurs, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises? Mesdames et messieurs, quel est, selon vous, le mot number one du capitalisme contemporain tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999? Mesdames et messieurs, je vous présente notre ennemi à tous. Attention, je vais faire des malheureux. Bien, alors, juste avant de commencer la conférence d'Evelyne en tant que telle, quelques informations, la plupart positives et d'autres qui nécessitent réaction. Donc dans la positive quand même, c'est tellement rare qu'on se doit d'en parler. Sachez donc que dimanche dernier, dans notre beau département de l'Essonne, dans la commune de Fleury-Mérogis, eh bien, une liste citoyenne avec un camarade communiste, Olivier Corzani, comme tête de liste, a remporté l'élection municipale au premier tour, avec 56% des voix. C'est quand même une ville importante, entre 10 000 et 11 000 habitants, il vient juste de dépasser les 10 000 habitants. Une hirondelle ne fait pas le printemps, restons lucides. Hein, mais en même temps, quand il y a des hirondelles, ça fait du bien. Deuxième nouvelle. Ben, il y a quand même eu une belle manif cet après-midi pour ceux qui avaient pu s'y rendre. Et très positif que le jaune et le rouge se mêlent un petit peu ensemble pour faire avancer les choses. Et que le monde du travail soit reconnu comme tel. C'est-à-dire que se battre pour la justice sociale et la justice fiscale, ça passe aussi par réfléchir sur le monde du travail et faire en sorte que le monde du travail intervienne dans le débat public. La troisième, c'est plus un appel qu'une bonne nouvelle. Il serait quand même lamentable qu'alors qu'il y a une espèce de crise sociale qui jaillit en ce moment, hein, qui sort qui était un peu enfoui et qui commence à sortir, qu'un élément de référence qui est le journal de l'Humanité soit autant en situation financière difficile au point que sa survie est en jeu, hein, est en cause, et ça n'est pas une alerte pour faire peur en disant au loup, oui le loup il est là, hein, le loup il est là. Le tribunal de commerce de Bobigny doit statuer, je crois, jeudi. Hein. Donc il a été demandé bien sûr une prolongation du journal. Alors j'avoue que je ne connais pas bien le terme juridique, il n'est pas sous séquestre, il est sous, comment ça s'appelle, sous protection, il est sous protection du tribunal de commerce, mais en fait, pardon, sous administration judiciaire. Oui, l'administration judiciaire. Et en fait, jeudi, il y a deux options possibles, où le plan de développement proposé par le journal est accepté de développement et de dépassement des dettes, hein, bien sûr les deux à la fois, est accepté par le tribunal, ou il ne l'est pas. On espère quand même qu'il sera accepté, mais si on en reste là, ce n'est qu'un sursis qui se termine par un décès. Hein. Donc il faudra qu'on mette à profit cette période de sursis. Et comme les beaux discours c'est bien, mais les actes c'est mieux, je vous propose, et je vais être très rapide, hein, les différentes façons de soutenir l'humanité à l'heure actuelle. Il y a la première, naturellement, c'est de souscrire pour le journal. Hein. Donc je vous ai préparé des petits formulaires, mais vous pouvez aussi retrouver tout ce que je vais vous dire, vous pouvez le retrouver sur humanité.fr. Hein, bon. Mais je vous ai donc préparé des petits... Je ne dis pas que c'est oublié. Tu as écrit souscription aussi. Ah merci, voilà. Merci Evelyne. Le numéro est très au point. Bon alors, donc je vous ai préparé des petits formulaires pour la souscription pour l'IMA. C'est avec déduction fiscale, c'est-à-dire que si vous versez 100 €, vous récupérez 66 € l'année d'après. Hein, la déduction est de 66%. Alors maintenant, j'allais presque dire on va passer au vif du sujet. Donc, Evelyne Rognon, vous vous rappelez, elle était déjà venue il y a 2 ans, ou 3, je ne sais plus, hein, le temps file vite. Hein. Bon, 3 ans.
Et elle vient de sortir un nouvel ouvrage qui s'appelle de façon un peu provocatrice, comme Evelyne aime l'être de temps en temps, « Pourquoi joindre l'inutile au désagréable ?» Mais le fond de l'affaire, c'est en fait de réfléchir ensemble sur le nouveau management public et en quoi ce management, d'une part, est source de souffrance pour les agents du public et source d'insatisfaction et d'inefficacité pour les usagers des services publics. Et c'est donc sur cette thématique qu'elle va intervenir, judicieuse. Donc je vous remercie d'être venu déjà, bien qu'il fasse froid. Et est-ce que vous m'entendez au fond? Parce que j'ai plutôt tendance d'habitude à me lever, à m'appuyer sur la table et à bouger un peu, mais là comme c'est filmé, si je fais ça, je vais être hors champ. Ça serait bien. Et... Il dit que c'est parfait, le vidéaste dit que c'est parfait, que ta voix porte. Donc si vous ne m'entendez pas, vous faites coucou et je parlerai un petit peu plus fort. Et si c'est trop long, si je traîne et si c'est pas clair, vous faites aussi coucou et je comprendrai le message. Non, en fait, non. Ça c'est mon rôle. Donc, je suis venue vous parler de ce livre qui a un titre bizarre. Pourquoi joindre l'inutile au désagréable? Et ce titre, quand j'en ai eu l'idée, une partie des personnes à qui j'en ai parlé, dont mon éditeur, a dit c'est un peu négatif ce truc, pourquoi tu veux appeler ça comme ça? Et je lui ai dit, mais parce que c'est exactement ce qu'on ressent. Moi comme prof, les amis infirmières, les amis qui travaillent à Pôle emploi, les amis qui travaillent dans la PJJ par exemple, disaient on nous fait faire des choses de plus en plus pénibles, qui nous prennent un temps fou et qui nous mettent la tête à l'envers. Et alors, on est des agents du service public, si c'était utile, si ça faisait du bien, si ça améliorait le service qu'on rend au public, on râlerait, mais on dirait, bon ben voilà, il faut en passer par là pour que ça marche. Et on ferait un effort, évidemment. Mais là, ce qu'on sait, c'est que non seulement nous, ça nous fait souffrir et ça nous met en difficulté, mais en plus, on voit bien que ça dégrade le service qu'on rend au public. Non seulement c'est inutile, mais c'est contre-productif. Et donc, c'est des souffrances, des contrariétés et de l'inefficacité, voire de la destruction. Donc c'est quand même un petit peu aimer les choses négatives, de vouloir joindre l'inutile au désagréable. Alors, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est nourri de mon expérience de prof, essentiellement, mais j'ai fait pas mal de stages et j'ai rencontré d'autres agents des autres services publics, donc je vais prendre différents exemples. Je vais vous expliquer un petit peu le principe du nouveau management public et notamment les croyances sur lesquelles il repose. Je trouve que c'est important de parler de croyances ou d'idéologie parce que quand on est dans soit quand on est dans des mouvements sociaux et qu'on affronte des interlocuteurs, soit qu'on est dans des débats politiques, on nous dit en général, oui mais vous êtes des marxistes, vous êtes des communistes, vous êtes des syndicalistes, vous vous accrochez à des vieilles lunes et vous avez un certain nombre de croyances, alors que nous, on est pragmatique, logique, technique, réaliste. Et une des choses que j'ai souhaité montrer, c'est que c'est exactement l'inverse, mais vraiment exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans les services publics, les gens qui défendent une autre façon d'améliorer le service public et qui défendent un sens du travail des agents, on est dans la réalité, on est au contact du public, alors que face à nous, on a des interlocuteurs qui sont dans la croyance et dans plusieurs types de dogmes et de croyances. Donc, je vais essayer de tenir un plan, ce qui n'est pas ma qualité première. Je vais commencer par vous parler de l'origine, d'abord définir le nouveau management public, pourquoi ce terme-là, d'où il vient, comment il est arrivé aussi historiquement. Une deuxième partie plutôt sur les principes, à quoi est-ce qu'on le reconnaît, comment il s'applique, et puis une dernière partie qui est à la fois la plus complexe et la plus importante, qui est comment est-ce qu'on fait pour y résister, même pour avoir ça pour. Le sous-titre du livre, c'est « En finir avec le nouveau management public ». On a un peu hésité là aussi avant de dire ça,
parce que ça a un petit côté un peu, surtout par les temps qui courent, un petit peu prétentieux. Mais je crois que c'est pas la peine de commencer un combat si on n'a pas décidé de le gagner. Donc comme en l'occurrence, c'est quelque chose qui est à la fois inutile et désagréable, je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on s'en accommode. Donc, ce nouveau management public, on appelle nouveau management public, si on regarde dans la littérature un peu sur le sujet, le fait d'appliquer aux services publics et au secteur public les modalités de gestion du privé. Alors d'abord, déjà, pourquoi diable on irait importer dans les services publics les modalités de gestion du privé? Ça présuppose que, en toute chose, le privé fonctionne mieux. On a déjà une première croyance. Est-ce que c'est si évident que le privé fonctionne toujours mieux que le public, notamment quand on est dans la sphère du non-marchand? Est-ce qu'on a la preuve, par exemple, que les trains fonctionnent mieux en Grande-Bretagne qu'en France? Est-ce qu'on a la preuve qu'une régie publique de l'eau ou des ordures ou une cantine publique, ça fonctionne moins bien que l'équivalent privé? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout certain. Donc cette première croyance qui est que le privé fonctionne mieux que le public et qu'il faudrait organiser sur les mêmes principes le public, c'est déjà une croyance qu'on peut interroger. Pourquoi le privé fonctionnerait mieux? Alors, le privé, on sait que sa finalité, c'est de faire des bénéfices. Donc, transposer quelque chose d'un secteur qui est destiné à faire des bénéfices à un secteur dont c'est pas le but, dont la finalité c'est rendre des services, en soi c'est déjà un petit peu perturbant. Alors ce qu'on nous explique, c'est que le privé fonctionne mieux parce qu'il instaure une concurrence entre les agents et que la concurrence est toujours à l'origine d'une émulation qui font que les gens travaillent mieux et trouvent en eux des ressources et des capacités qu'ils n'auraient pas si on les laissait dans des zones de confort. Je vous l'ai fait courte, c'est à peu près la phrase centrale qui est remplie, là encore, d'idéologie et de croyances. La première, et c'est un des principes fondateurs du nouveau management public, c'est que, enfin, du néolibéralisme et puis par filiation du nouveau management public, c'est que ce qui met les agents en mouvement, ce qui les mobilise, ce qui les fait agir, c'est la perspective d'un gain financier. Alors quand je suis dans des assemblées de profs, ils éclatent de rire, parce que si ce qui faisait bouger les gens, c'était la perspective d'un gain financier, la salle serait vide. J'aurais ni prof, ni infirmière, ni éducateur, ni agent de Pôle emploi, etc. À partir du moment où on pense que ce qui met les gens en mouvement, c'est cette perspective d'un gain financier, on va se dire que pour améliorer un service et pour que les gens travaillent mieux, il faut leur faire miroiter la perspective d'un gain financier. Donc on pourrait dire, globalement, pour améliorer les services publics, il faudrait proposer à tout le monde un salaire supérieur, augmenter tout le monde par exemple. Vous savez que ce n'est pas tellement dans l'air du temps. Donc comme ce n'est pas possible, puisqu'il y a l'argent magique n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'argent, etc., comme ça c'est pas possible, comment est-ce qu'on va faire pour néanmoins donner envie aux gens de se dépasser par la perspective d'un gain financier, puisque c'est ça la croyance fondamentale. Dans ce cas, il faut arriver à faire croire à faire miroiter que les meilleurs d'entre nous, que les plus méritants parmi les agents, pourront eux gagner davantage. C'est le principe du salaire au mérite. À partir du moment où vous êtes plus méritant, vous allez gagner davantage, et donc ça va entraîner l'ensemble des personnels à se dépasser, à trouver en eux des ressources qu'ils n'auraient pas trouvées autrement. Donc ça, c'est la deuxième idée, qui est que non seulement on travaille dans la perspective d'un gain financier, mais que si on nous promet une amélioration, une récompense, une prime, on va arriver à travailler mieux et travailler plus. Là encore, je pense que vous avez des trucs dans votre esprit qui vous disent c'est quand même bizarre de penser ça. Ça suppose donc que pour le moment,
on sous-travaille. Si on remue la perspective d'une médaille en chocolat et que ça me fait travailler davantage, ça suppose que pour le moment, je suis un peu en rétention d'énergie. J'en garde sous le pied. Donc ça suppose par exemple qu'un prof, quand un élève lui pose une question et qu'il a l'idée, un bon exemple qui lui vient à l'esprit, il se dit « Ah non, non, je vais garder ça en réserve, on ne sait jamais, si on me fait miroiter la perspective d'une prime, là peut-être que je vais vraiment me défoncer. » Ça suppose donc qu'on sous-travaille, à la fois en quantité et en qualité d'une certaine façon, et ça suppose aussi on a tous des réserves et que ces réserves, on peut les mobiliser, ou on les mobilisera si on nous promet de gagner davantage d'argent. Donc ce principe-là, le salaire au mérite, c'est vraiment le principe central du nouveau management public. Parce que tout s'articule autour de ça. L'idée que les êtres humains, ce qui les meut, c'est l'idée de gagner plus d'argent. L'idée que la concurrence est quelque chose de bénéfique qui engendre une meilleure efficacité, créativité, productivité et un meilleur service. L'idée que, donc, il faut évaluer tout le monde, tout le temps, les agents, les élèves, les malades, les institutions, etc., pour pouvoir faire des classements, puisque le principe du salaire au mérite ou de la prime au mérite ou de toutes ces formes de mise en concurrence, c'est qu'il faut un classement qui permette de dégager les plus méritants. Par exemple, les 10% les meilleurs. Et à partir du moment où on aura dégagé les 10% les meilleurs, on récompensera cela. Et pour faire partie de ces 10%, tous les autres, tous les 90% vont faire énormément d'efforts, d'inventivité, d'investissement pour être à leur tour dans ces 10% les meilleurs. Comme ça peut avoir une certaine cohérence. On pourrait se dire, après tout, c'est bien effectivement de récompenser les meilleurs, parce que dans tout service, il y a des gens qui parfois sont pas très à l'aise, travaillent pas énormément. Quand on parle de salaire au mérite, par exemple dans une salle des profs, il va toujours y avoir des collègues qui disent « Oui, mais quand même, Madame Machin, elle fait pas grand-chose, alors que moi je travaille beaucoup, et ça serait quand même bien que mon travail à moi soit reconnu. » Et ça, dans la plupart des lieux, mais ceci dit public comme privé, hein, on va avoir tendance à dire c'est pas juste que les gens qui s'investissent et qui font beaucoup d'efforts, ils soient pas distingués, ils soient pas remarqués. Ça, c'est l'idée, c'est la fausse bonne idée. On a toujours l'impression que le salaire au mérite, c'est plutôt une idée intéressante parce que ça récompenserait les plus méritants. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. D'abord, comment on va savoir qui sont les plus méritants? Comment on va discerner lesquels sont les meilleurs? Et est-ce qu'on a des outils de mesure qui permettent de faire la différence entre ceux qui font semblant de faire et ceux qui font semblant d'être bons et ceux qui travaillent vraiment, par exemple? Et est-ce qu'on a, quel va être le résultat de l'instauration d'un tel système? Est-ce que ça va être vraiment l'amélioration du service? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça va être une focalisation de l'énergie et des efforts vers non pas l'amélioration du service lui-même, mais vers la communication sur ce qu'on est censé faire pour effectivement être dans les meilleurs? Je vais vous donner un exemple que j'aime bien, c'est la situation québécoise par rapport, donc il y a une dizaine d'années à peu près, au moment où ils avaient un très gros problème de recrutement d'enseignants. Plus personne voulait être enseignant parce que c'était mal payé et que c'était un métier difficile. C'est une constante, hein, on est à peu près confronté aux mêmes difficultés chez nous actuellement. Voilà. Bon. Ils se sont dit, alors, à la question de comment faire, par exemple, pour qu'il y ait plus de candidats qui veulent devenir prof ou plus de candidats qui veulent devenir infirmiers, je pense que la réponse est pour nous tous assez évidente. Si on augmentait les salaires et si on améliorait les conditions de travail, c'est sûr que les métiers deviendraient plus attractifs. Mais dans ce cas-là, il faudrait augmenter les salaires de tout le monde, ce qui, encore une fois, par principe, initialement, n'est même pas envisagé. Donc, on va dire, si on augmente, si on permet à quelques-uns, par exemple, dans le cas québécois, à 10% des enseignants de gagner, enfin d'avoir une prime annuelle qui correspond à 30% du salaire.
Donc ça veut dire que les 10% les meilleurs, pour faire court, gagnent 30% de plus. 30% de plus, ça devient une somme importante. Quand j'ai des assemblées d'enseignants, tout le monde calcule et se dit « Ah oui, là quand même, on passe d'un salaire moyen à un salaire quand même tout à fait confortable. » Donc, l'idée, c'est que dans ce cas-là, si on dit que les plus brillants, les plus méritants gagneront 30% de plus, ça va attirer les meilleurs candidats. Donc les meilleurs étudiants vont passer les concours pour devenir d'excellents enseignants. Ok, donc ils mettent en place cette réforme avec l'accord, avec la coopération des syndicats. Parce que les syndicats de nos collègues québécois se sont dit, bon bah c'est plutôt bien de récompenser les meilleurs, dans le fond. Il y a quelque chose de logique à faire ça. Et puis si ça peut attirer plus de candidats, c'est bien aussi. Donc la réforme est mise en place. Et la première année, ça marche très bien. Il y a, je crois, 40% de candidats en plus. Donc, super, très bonne réussite. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après? C'est là que ça devient compliqué. L'année d'après, il faut faire une évaluation chiffrée et ultra précise. On ne peut pas se contenter de dire, là actuellement, moi je suis noté une évaluation relativement globale, mettons que j'ai 15 ou 18, ou voilà. Et puis on peut être plusieurs dans la salle des profs, avoir la même note. On est même plein à avoir la même note. Mais ça ne marche pas. Si on est plein à avoir la même note, comment on va distinguer les 10% les meilleurs? Donc il faut une évaluation qui distingue vraiment, il faut qu'il y en ait un qui est 15,7, un qui est 15,6, un qui est 15,5, et celui qui a 15,4, eh ben, il n'aura pas la prime. Il faut vraiment arriver à distinguer de façon aussi précise comme ça pour pouvoir classer comme ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour noter de façon aussi précise et classer de façon aussi précise des enseignants, par exemple, ou des infirmières, ou des éducateurs? Alors, moi, je suis prof de philo. J'ai mes élèves, j'en vois qui rigolent, j'ai mes élèves en septembre. Il faut qu'en novembre, on puisse savoir si je fais partie des 10% des profs les meilleurs. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé dans la tête de mes élèves? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi la plus-value? En quoi je suis meilleure? C'est pas possible, et c'est tant mieux. Souvent je dis que voilà, vraiment l'efficacité de mon action, c'est 5 ou 10 ans plus tard, quand je vois en croisant d'anciens élèves, si ce que je leur ai appris, ce que j'ai essayé d'enseigner, ce qu'on a fait ensemble, bah, ça les a aidés à avoir une attitude moins naïve, à ne pas céder aux théories de complot, à se méfier des idées toutes faites, à construire des arguments rationnels. Bon, là, je peux le savoir. Mais au bout de 2 mois ou au bout de 3 mois, comment on peut savoir? Ben, on ne peut pas. Donc si on ne peut pas, comment on fait? Et comment on va décider lesquels sont les meilleurs? Eh bien, on va mesurer ce qui est mesurable. Pas forcément ce qui est important, pas forcément ce qui est décisif, ce qui est mesurable. Puisqu'on ne peut pas mesurer ce que je fais dans ma classe. Ça, c'est pas mesurable, il n'y a pas de pèse idée et de pèse préjugé. Donc, puisqu'il n'y a pas ça, on va mesurer ce qui est mesurable. Et dans le cas des collègues québécois, ils ont eu 6 critères. Le nombre de devoirs qu'ils ont donnés et corrigés, le nombre de rendez-vous qu'ils ont eus avec les parents, le nombre de projets dont ils s'occupaient, le nombre de formations qu'ils avaient suivies, et après il y avait une évaluation des élèves, mais une évaluation évidemment sur des choses type QCM, facile à compter. Donc par exemple, moi qui suis prof de philo, qui a écrit le discours de la méthode, en quelle année la critique de la raison pure est parue, et ce type de choses. Parce que c'est quand même plus facile à compter et à évaluer que de savoir si tel élève a commencé à analyser ses préjugés et à rentrer dans la réflexion et dans l'argumentation. Donc, avec ces critères-là, qui ne sont pas les critères centraux, encore une fois, du métier, avec ces critères-là, les collègues, ils ont été classés. Et les 10% les meilleurs ont eu une prime de 30% de plus. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Est-ce que ça a amélioré le système? Est-ce que les élèves québécois ont eu des meilleurs cours et des meilleurs profs? Alors, non, je spoil.
Non, premièrement, parce que précisément, comme les enseignants ont été évalués sur tout ce qui est autour du cours, et non plus sur ce qui est important, ce qu'on fait en classe. Ils ont dépensé une débauche d'énergie à tout ça, à tout ce qui est autour, à montrer qu'ils faisaient des choses, à aller gesticuler devant leur chef d'établissement pour dire j'ai fait tel projet, j'ai fait tel projet, à suivre des formations pour lesquelles ils n'avaient pas d'intérêt, mais le fait de suivre la formation, ça cochait une case. Et donc, au lieu d'être dans la préparation des cours, la lecture, la réflexion, ils se sont investis, pour la plupart, dans les choses qui étaient validées. De plus, il y avait quand même une part d'évaluation par le chef d'établissement et par une forme d'inspection. Moi, actuellement, je suis dans un lycée, on est 4 profs de philo, 2 vieux et 2 jeunes. Les 2 jeunes, les 2 vieux, on leur file tout ce qu'on a comme cours. Nos cours, nos corrigés, nos séquences qui fonctionnent bien, parce que voilà, on est dans le partage, et puis eux aussi nous donnent des choses en disant ah, j'ai fait ça. Bon, tu sais, alors si tu prends un ordinateur, tu peux découper une séquence et faire voilà. Donc ils nous expliquent ce que nous on ne sait pas faire, et puis à nous tous, je pense qu'on devient des meilleurs profs parce qu'on s'entraide et qu'on se donne les choses qui marchent bien. Si mon salaire, si 30% de mon salaire dépendait de mon classement, est-ce que je dilapiderais de façon aussi facile le contenu de mes cours? Si je fais une très très bonne séquence sur le parallèle entre la philosophie morale et une analyse de l'euthanasie, par exemple, prendre un exemple, et que ça marche très bien, pour le moment, effectivement, j'ai fait un truc de ce type-là, et puis comme ça a bien marché, je l'ai donné à mes collègues. Est-ce que je ferais ça si 30% de mon salaire en dépend? Peut-être, peut-être pas. Donc, ce qui s'est passé, et que les collègues québécois nous racontent, c'est que, premièrement, au moment où la liste avec le classement a été publiée, eh ben, tout le monde a hurlé. Parce que les 3 premiers, par exemple, dans une salle des profs de 30, les 3 premiers, est-ce qu'ils étaient spectaculairement meilleurs que les autres? Bien sûr que non. Pourquoi 3? Pourquoi pas 4? C'est parce que 10%, l'effet de seuil, etc. Donc, les 3 premiers, ils étaient évidemment contents, mais tous les autres étaient extrêmement mécontents. Et puis, ces 3 premiers-là, ce qu'on a entendu dans tous les endroits où les salaires au mérite ont été institués, c'est encore une fois qu'ils ont été distingués pour leur capacité à montrer ce qu'ils étaient censés faire. Pas forcément ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient censés faire. Et donc, c'est des personnalités, et plus ça dure longtemps, plus ce type de manipulation s'aggrave, c'est-à-dire qu'on va investir énormément de temps et d'énergie pour le faire voir, et pour la gesticulation d'une certaine façon, et non pas pour la réalité de l'amélioration du service. Et puis, ce qui se passe assez rapidement, c'est que l'ambiance devient épouvantable. Parce que les gens qui sont dans la même salle que vous, c'est plus des collègues avec qui vous partagez, avec qui vous êtes solidaires, mais c'est des gens avec qui vous êtes en concurrence, puisqu'ils sont potentiellement celui ou celle qui vous empêchera de gagner beaucoup d'argent en plus. Donc, l'ambiance devient épouvantable, et un des avantages quand même de travailler dans ces domaines-là, qui est de travailler en collaboration, en coopération, disparaît. Et puis, l'étape d'après, c'est que il y a un décrochage complet entre l'évaluation du système et la réalité. C'est-à-dire que le salaire au mérite avec l'évaluation de ce type-là, l'évaluation immédiate, chiffrée, ça engendre la triche, ça engendre la tricherie permanente. Sur la 4e de couverture du livre, je cite un article qui m'a beaucoup frappé. En février 2018, 2300 enseignants britanniques ont été pris en flagrant délit d'aide inappropriée à leurs élèves lors de l'examen de fin d'études secondaires et d'entrée dans l'université. 2300 ont été pris en flagrant délit et condamnés. Ça laisse imaginer ceux qui n'ont pas été surpris. Comment c'est possible? Comment c'est possible que des enseignants de l'équivalent du second degré français
aident leurs élèves. Pourquoi ils ont fait ça? La réponse est archi simple. Les collègues britanniques sont dans un système de salaire au mérite. Et non seulement de salaire au mérite, mais de mise en concurrence des établissements qui font que si votre établissement est mal classé, votre salaire baisse, vous êtes mis sous tutelle, et au bout de 3 ans, l'établissement peut être fermé, et vous-même pouvez être licencié. Donc, les collègues surveillent leurs élèves. Ils voient bien le sujet qu'ils ont, leurs élèves. Ils se disent, mais on l'a fait la semaine dernière, ça. Puis ils voient leurs élèves, et parfois les élèves, ils ne voient pas qu'on l'a fait la semaine dernière. Hein. Donc, ou alors on l'a fait il y a 3 mois, et les élèves, ils ont un peu oublié qu'on l'a fait il y a 3 mois. Donc, les collègues, ils sont là, ils surveillent leurs élèves. Et ils voient que si leurs élèves ne se réalisent pas que, d'accord, le sujet reformule de façon un peu compliquée un truc qu'on a fait il y a 3 mois, eux, ils risquent d'y perdre de l'argent, mais ils risquent même d'y perdre leur travail. Qu'est-ce qu'ils font, les collègues? Ils les aident. Ils disent, vous voyez bien dans ce sujet, vous vous rappelez, ça fait référence à ce qu'on a fait il y a 2 mois, vous vous rappelez? Voilà. Ce qu'on appelle une aide inappropriée, mais qu'on peut aussi appeler la triche. Je me rends bien compte que mon plan est déjà un lointain souvenir, mais c'est pas très grave, on va s'y retrouver à un autre moment. J'avais envie de vous donner un autre exemple sur cette histoire de triche. Actuellement, les chefs d'établissement, les proviseurs principaux, fonctionnent avec un système de salaire au mérite sans barème. Les chefs d'établissement n'ont pas de barème, et ils ont par contre une progression de carrière, c'est-à-dire qu'ils commencent comme, par exemple, principaux d'un tout petit collège, et ils souhaitent tous finir comme proviseurs d'un très gros lycée avec un beau logement de service, un beau logement de fonction. C'est un peu ça l'objectif. Comme il y a beaucoup plus de petits collèges que de gros lycées, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on gagne plus dans un gros lycée et qu'il y a plein d'avantages liés au fait d'avoir des enseignements supérieurs, au fait d'avoir de la formation continue, des choses comme ça, des avantages financiers, des avantages matériels, et puis d'avoir un beau logement de service. Entre les Ulysse et Henri IV, c'est pas tout à fait la même attractivité du point de vue du périmètre. Donc, les chefs d'établissement, ils sont entre eux dans une concurrence. Ils font tous des vœux, ils souhaitent tous progresser le plus vite possible vers des établissements prestigieux et bien payés. Et pour ça, ils ont des objectifs à remplir. Objectifs, par ailleurs, top secret. Ça, c'est un autre problème. Et parmi ces objectifs, il y a en général l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs. Donc les chefs d'établissement passent leur vie à remplir des indicateurs. C'est pour ça qu'ils n'ont plus le temps de faire des choses importantes, hein, écouter les profs, écouter les élèves, voilà. Et donc, dans ces indicateurs, il y a des signaux d'alarme qui doivent améliorer. Par exemple, un lycée comme le mien, le lycée des Ulysses, accueille une population hétérogène, et donc il a un taux attendu de réussite au baccalauréat qui tient compte de cette population initiale. Pour améliorer ça, si la performance n'est pas conforme au taux attendu, qu'est-ce qu'il peut faire le chef d'établissement? Alors soit il fait tout pour faciliter le travail de son équipe et pour que du coup les résultats des élèves s'améliorent, ça c'est chouette. Mais ça prend un peu de temps et beaucoup d'énergie. Sinon il y a beaucoup plus simple. C'est qu'on va tricher au moment où on rentre les catégories socio-professionnelles des parents. Alors, je l'ai vu faire, j'ai vu des chefs d'établissement qui avaient par exemple des parents médecins, et donc ils rentraient profession médicale et le mettaient dans la catégorie aide-soignante. Donc en termes d'attendu, si on fait ça à grande échelle dans l'établissement, bah, ça fait évidemment baisser artificiellement les niveaux de CSP des familles accueillies, et donc ça fait baisser d'autant les taux attendus. On m'a raconté aussi, des chefs d'établissement, qu'en collège par exemple, un des critères c'est évidemment la réussite au brevet et surtout le nombre de mentions au brevet. Alors ça, il n'y a pas plus simple pour un chef d'établissement, c'est le chef d'établissement qui rentre les notes.
Donc, par exemple, les notes d'histoire des arts ou des choses comme ça, c'est extrêmement facile de tricher, d'ajouter 1 ou 2 points à chaque élève. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun retour. Les enseignants n'ont pas la main. Donc, la mise en concurrence et la récompense du mérite, ça conduit à des comportements de triche. Et des comportements qui vont... Alors, c'est grave à plein d'égards. C'est grave parce que c'est peut-être grave pour commencer pour les personnes qui trichent. Parce que ça va mentir un moment, raconter qu'on fait autre chose que ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, quand il y a une déconnexion entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait, c'est quand même pas très très bon pour la santé mentale des personnes. La deuxième chose, c'est que c'est extrêmement mauvais pour le public. Parce que on va avoir... La performance va s'améliorer, alors que la qualité du service va se dégrader. Comme il y a une adaptation à la mesure, on va s'adapter à la mesure et puis on va tout faire pour être bon dans cette mesure, alors que, par exemple, l'enseignement, mais ça marche pareil dans d'autres services, ça va se dégrader. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez des trucs complètement fous, où vous avez 87% de satisfaits sur le service rendu dans telle ANPE, on dit plus ça, hein, agence Pôle emploi, sauf qu'elle est fermée, l'agence. Donc on va avoir des espèces de questionnaires complètement faussés qui vont pouvoir, sur certains points, donner l'impression que les gens sont contents, alors qu'en réalité, il n'y a plus de service rendu. Donc on fausse les résultats. Et puis le fait de tricher, c'est évidemment très très embêtant pour le miroir, pour la synthèse qu'on va faire. On peut, c'est un peu comme à certains moments dans le système soviétique, où on avait la productivité qui augmentait constamment, la performance qui augmentait constamment, et le décrochage par rapport au réel qui était total. Donc on est assez proche de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va avoir une image qui va être très bonne, l'impression que tout va bien, alors que dans les faits, tout va mal. Donc les collègues québécois, qui s'étaient embarqués très gaiement dans ce projet, au bout de 8 ans, ont constaté que ceux qui avaient passé le concours appâtés par ce système-là étaient très massivement partis au bout de 3 ans, et que chez les professeurs plus anciens, plus expérimentés, une grande partie d'entre eux aussi souhaitaient partir. Et que la durée de vie d'un enseignant, dans ce système-là, c'était autour de 6 ans. Au bout de 6 ans, l'enseignant était parti, il partait faire autre chose. Parce que ça n'avait plus aucun sens. L'attractivité financière, ça marche un moment, mais une fois qu'on a eu la récompense et qu'on passe 1 an avec 30% de salaire en plus, si l'année d'après on vous retire ces 30%, c'est horrible. Vous avez l'impression que voilà, c'est super injuste, vous n'êtes pas devenu mauvais en 1 an, évidemment. Donc vous allez être furieux, vous allez être dégoûté, avoir plus envie de travailler, etc. Et à l'inverse, tous ceux qui sont jamais dans les 10% les premiers, au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, bah, si je suis nul, c'est fini, je fais rien. C'est-à-dire que si on remplace la motivation qui est liée à l'investissement personnel, au sens de la valeur, et puis dans tous les métiers de service, au fait qu'on a envie d'aider les gens avec qui on a envie de les emmener. Moi, je suis prof, je ne pense pas une seconde à l'argent quand je travaille. Bien sûr, j'ai besoin d'un salaire et je travaille aussi pour ça. Mais quand je suis avec mes élèves, j'arrive dans ma classe, je travaille beaucoup en amont parce que sinon j'en prends plein la gueule et que ça ne se passe pas bien en classe. Et après, une fois que je suis là, je suis à 100% avec mes élèves parce que j'ai envie de les faire progresser. Mais si on remplace cette motivation-là qui est viscérale par la perspective qu'en plus je peux gagner plus d'argent, cette perspective va s'insinuer et pervertir la motivation première. C'était une introduction. Pourquoi est-ce que je parle de nouveau management public? Pourquoi on utilise ce terme-là? Et pourquoi je garde cette expression si laide? Il y a pas mal de collègues qui disent plutôt New Public Management, par exemple, on laisse en anglais, ou qui disent nouvelle forme de gouvernance ou nouvelle forme de pilotage. Alors, il y a 2 raisons importantes toutes les 2. Il y en a une qui est liée au fait que le nouveau management, parmi les choses auxquelles on le reconnaît, c'est qu'il prend des mots, des beaux mots,
des mots qui sont les nôtres, il les vide de leur contenu, il met autre chose dedans et il les envoie un peu comme des chevaux de Troie. Prenez par exemple la nouvelle école de la confiance. Donc, le projet vous êtes peut-être moins sensible que moi à la cocasserie de cette expression, hein. L'école de la confiance, donc du ministre Blanquer, actuellement, l'article 1 dit expressément qu'un enseignant ne pourra plus dire ce qu'il pense de son ministre et des réformes qui sont en œuvre, et qu'il court des risques importants de sanctions s'il fait ça. C'est-à-dire c'est la création d'un devoir de réserve qui, pour le moment, n'existe pas, absolument pas. Donc, on parle de confiance, et dans l'article 1, on dit « ouais, mais attention, hein, faut pas dire n'importe quoi ». Donc, c'est typique du nouveau management public, c'est prendre un mot, le vider de son sens et lui faire dire autre chose. Alors, vous avez un certain nombre de mots comme ça, je pense que vous pouvez en trouver facilement, hein, réforme, bienveillance, enfin, on peut en trouver un certain nombre. Donc, comme c'est une obsession et une particularité du nouveau management, que les mots ne veuillent plus rien dire, j'ai souhaité garder ce mot-là, justement, pour ne pas faire passer autre chose. Donc, nouveau management, c'est moche, mais au moins on sait à quoi ça correspond. L'autre chose, c'est que, certes, c'est un anglicisme, mais c'est un anglicisme qui, alors d'une part, a une histoire extrêmement intéressante, et d'autre part, c'est un anglicisme qui vient du français. Donc, ouais. Alors, management, ça vient bien sûr de l'anglais, mais l'anglais, donc, c'est attesté à partir du XVIIIe siècle. Mais avant, management vient du français, au XVe siècle, du français ménager ou manager, qui part du manège, le manège dans lequel on fait tourner les chevaux, qui est aussi la même idée que dans le petit manège pour les enfants. Et le manège dans lequel on fait tourner les chevaux, pourquoi est-ce qu'on fait tourner des chevaux dans un manège? La première fonction, c'est de les dresser. Vous avez un cheval un peu sauvage, pas très, ou alors juste pas encore dégrossi. Et donc, la première chose, ça va être de lui apprendre la soumission. Un cheval de manège, il doit être particulièrement calme, faire ce qu'on lui dit de faire, obéir. Donc on va le faire tourner, on va lui taper sur les fesses s'il ne va pas assez vite, ou s'il ne va pas au bon endroit, ou s'il n'a pas la bonne allure. Et donc, ce terme de manège, il vient du latin manus, hein, la main. Le manège, c'est avoir la main sur, c'est avoir la main sur l'échine, c'est la même racine que dans manipuler, par exemple. Et cette idée du cheval qui tourne, pas parce que c'est utile, pas parce qu'il laboure, pas parce qu'il porte une charge, mais qui tourne pour être soumis, qui tourne pour intégrer la mainmise et pour intégrer la soumission, c'est une image qui, personnellement, quand je l'ai lue la première fois, m'a vraiment frappée. Et cette idée qu'on est un peu des chevaux qui tournons comme on nous dit de tourner, et avec une main sur l'échine, et l'idée qu'il faut secouer cette main et reprendre la main sur notre activité, c'est quelque chose qui personnellement me parle beaucoup. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai gardé ce terme de management. Si je vous ai dit que l'utilisation du terme est instructive, au XVIIIe siècle, les premières occurrences de ce terme, donc le terme management, et pas du tout utilisé dans l'acception actuelle. C'est pas du tout l'idée de diriger une équipe ou piloter un groupe. C'est l'idée, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, d'organiser une exploitation. Alors ça peut être une exploitation agricole, mais c'est vraiment l'idée d'organiser une exploitation et surtout d'organiser le temps. Je vais vous lire un petit passage, vous allez comprendre. Souvent, ça me permettra d'embrayer sur une autre chose que je trouve importante. Pour ceux d'entre vous, ceux d'entre nous qui sommes soumis à des formes de management de ce type-là, avec mise en concurrence, rapport, etc. Une des choses que disent les gens qu'on rencontre, c'est j'ai plus le temps de rien faire. Je suis tout le temps fatiguée, je travaille tout le temps, et pourtant le soir, j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai même pas commencé à le faire, et je suis épuisée de ne pas avoir pu faire ce que je voulais faire.
Et j'ai plus d'énergie pour aller à la réunion syndicale, j'ai plus d'énergie pour aller à une formation, j'ai plus d'énergie pour lire des choses intelligentes. Et cette augmentation en 10 ans, hein, pour moi c'est spectaculaire, entre la prof que j'étais il y a 10 ans et celle que je suis aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'avais encore le temps de faire d'autres trucs, j'avais certes beaucoup de travail, mais j'avais pas cette espèce de vampirisation de l'énergie. Là aujourd'hui, tous les collègues, et c'est le cas dans tous les services publics, à qui on en parle, vont parler de cette histoire du temps volé. Et une de mes hypothèses, c'est que ce n'est pas un effet collatéral. C'est pas quelque chose qui arrive à côté. C'est, pour moi, peut-être l'objectif premier du nouveau management public. C'est-à-dire qu'on prétend que le but du nouveau management, c'est l'amélioration, la rationalisation du service, l'efficience, hein, diminuer le coût, augmenter l'efficacité. Moi, je pense que non. Je pense que le but premier, c'est le contrôle. C'est la prise de pouvoir sur les gens, le fait qu'ils soient plus capables de respirer, plus capables de se rebeller, qu'ils soient totalement soumis. Et si on regarde un peu l'étymologie et la façon dont le terme a été utilisé, on a des confirmations de ça. En 1797, un des premiers textes qui utilise le terme management dans son titre, c'est un texte de Jérémie Bentham, le philosophe. Mais qui était aussi, Bentham, c'est aussi lui qui a inventé le panoptique, la prison circulaire. Et Bentham était architecte et on lui a demandé d'inventer, à la fois du point de vue de l'urbanisme et de l'organisation, un habitat pour les pauvres. Donc ça s'appelle, le livre s'appelle Poor Management. Je suis désolée, mon accent anglais, vous voyez P-O-O-R. Ouais. Donc Poor Management. Ouais. Et donc, je vous lis. Donc Bentham conçoit en 1797 un habitat destiné aux classes défavorisées. Dans ces maisons de pauvres, toutes les activités devraient être dirigées et aucune fraction de temps ne devrait être tournée exclusivement vers le seul objectif du confort ou du loisir. Un gain pécuniaire peut être attendu de cette mise au travail intensive, mais celle-ci vise avant tout la santé, la moralité et la discipline. Et je trouve ça assez parlant, c'est-à-dire que le management, c'est avant tout faire que les gens aient plus de temps libre. Aucune fraction de temps ne doit être tournée exclusivement vers le loisir. Que votre esprit soit constamment occupé. Je vous donne un autre petit extrait qui vient d'un livre, lui, non pas anglais, mais américain, plus tardif, un siècle après, 1880, qui s'appelle School Management, donc sur l'organisation des écoles. L'art de la gestion écolière consiste principalement à occuper suffisamment et convenablement. Du travail doit être donné. Si le bon ordre n'est pas obtenu, donnez-en davantage. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas l'efficacité. Le but, c'est que les élèves, mais les enseignants, soient constamment occupés. L'organisation de l'école est un ensemble d'arrangements conçus pour garantir un emploi constant. Donc je pense vraiment que dans l'objectif du nouveau management, non pas de façon anecdotique, non pas de façon secondaire, mais dans un objectif central, il y a l'idée d'épuiser les gens pour qu'ils soient soumis. Comme le disait Nietzsche, le travail est la meilleure des polices. Quand on est soumis à un travail, et surtout un travail qui n'a pas de sens, ça c'est un autre aspect qui est important, quand on fait un travail qui nous plaît, quand je sors de cours et que ça s'est bien passé, je suis très contente. Et donc je suis plutôt euphorique, j'ai plutôt envie de faire des choses. Mais je sors de mes cours, comme j'ai 35 élèves et non pas 27, comme je les ai à des horaires pas pratiques, comme auparavant ils ont eu un certain nombre d'autres heures, comme après j'ai une réunion pour préparer la réforme de l'année prochaine, j'ai une réunion qui doit préparer ceci, qui doit cela, je dois faire un rapport sur, tout ça fait que quand je rentre chez moi, au lieu d'avoir gardé l'éventuelle euphorie d'une heure qui s'est bien passée, je vais être comme vidée de mon énergie. Et donc, au lieu d'avoir envie d'investir de l'énergie dans la lecture de choses intéressantes, dans la préparation de cours, je vais avoir plutôt l'envie de me vider la tête.
et de regarder des âneries à la télé, sur YouTube ou je ne sais où encore. L'idée qu'un travail insensé épuise beaucoup plus qu'un travail normal, c'est une évidence, et c'est même, je crois que c'est Yves Clos qui dit que le travail qui fatigue, c'est le travail empêché, c'est-à-dire le travail qu'on n'arrive pas à faire. On se dit je vais faire ça et on n'arrive pas à faire, et c'est ça aussi qui épuise. Donc, mon plan. Je regarde l'heure quand même pour ne pas vous emmener non plus au bout de la nuit. Ça va encore. Comment ça, un bon quart d'heure, un bon quart d'heure. Bon quart d'heure. Donc rapidement, mon historique, je vous l'ai presque fait, hein. En tout cas j'ai fait l'étymologie, c'est déjà ça. Mais ça, c'est pas la peine d'insister, vous trouverez dans le livre des précisions si vous le souhaitez. Bien sûr, le nouveau management public vient des pays anglo-saxons, et notamment du thatcherisme. Donc Margaret Thatcher, elle a été première ministre entre 1975 et 1990, mais auparavant, elle a été ministre de l'Éducation de 70 à 74. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on retrouve des... Alors, elle n'est pas connue pour ça, hein. Je vois bien que certains d'entre vous sont étonnés, parce qu'elle n'a rien pu faire. Parce que c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a des extraits où on la voit et elle dit les enseignants, c'est insupportable, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est vrai, les enseignants britanniques, à l'époque encore, faisaient ce qu'ils voulaient. Et cette absence de mainmise, justement, c'est quelque chose qu'elle ne supportait pas. Quand elle est devenue Premier ministre, elle a mis en œuvre de façon massive ce nouveau management public avec l'idée qu'il fallait appliquer le dogme managérial de la mise en concurrence, de l'évaluation, etc. Et notamment, c'est très fort en Grande-Bretagne, hein, de la concurrence systématique entre des établissements privés et publics, avec l'idée que c'est de cette concurrence que naîtra l'amélioration du service. La réalité est évidemment complètement différente, et le résultat, c'est une ghettoisation accrue, puisque la liberté des familles, ça consiste à ce que les enfants qui réussissent bien peuvent aller où ils veulent, et que les enfants qui, pour une raison ou pour une autre, ont des difficultés, personne n'en veut. Et donc c'est une véritable marchandisation des élèves, avec une espèce de course à recruter les élèves, soit déjà très bons, soit susceptibles d'être très bons. Et donc, par exemple, Romuald Normand, avec qui on a travaillé, nous racontait que les très bonnes écoles britanniques faisaient des cadeaux. Alors c'est des cadeaux sous forme de voyage ou sous forme de matériel scolaire à ceux qui allaient être des très bons élèves. À quoi est-ce qu'on reconnaît un futur très bon élève en Grande-Bretagne? Non, même avant ça, en dehors de ça. Bon, il est blanc ou asiatique et c'est une fille. Les bons élèves, c'est des filles. C'est vraiment, statistiquement, jusqu'à 16 ans, 17 ans, les bons élèves, c'est des filles. Donc, ce que disait notre collègue, c'est qu'on reconnaît très bien, on peut aller les yeux fermés dans un établissement scolaire britannique, et quand on ouvre les yeux, on voit la population qui est quasi homogène. Et donc, des collèges de garçons pakistanais avec 3 ans de retard, des collèges, vraiment de façon caricaturale, et juxtaposée dans l'espace, les élèves deviennent des marchandises. Quand Thatcher quitte le pouvoir, les principes fondateurs ne sont pas remis en cause. Quand Tony Blair arrive au pouvoir bien après, en 1997, donc il a été de 1997 à 2007, je crois. C'est ça. Il ne remet pas en cause ça, mais il adoucit le système. C'est-à-dire il y a beaucoup plus d'approches avec des consensus avec les familles, en essayant d'améliorer la possibilité pour les familles de décider. Mais dans les faits, le mal est fait, et même aggravé, puisque c'est toujours une mise en concurrence des établissements qui est à l'œuvre. Donc il y a plusieurs types après de nouveau management, je ne rentre pas dans les détails. Celui qui s'applique en France de façon relativement récente, dans le domaine éducatif, ça fait une dizaine d'années à peu près,
il est différent, il n'est pas aussi massif que celui, aussi brutal que celui qui s'est appliqué à la Grande-Bretagne, mais il repose vraiment sur les mêmes idées fondamentales, et notamment sur cette idée que il faut d'abord que le mammouth est gras, hein, c'est quand même l'idée de départ fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a trop de moyens financiers dans l'éducation, trop de moyens financiers dans l'hôpital, trop de moyens humains. Et quelle est la solution à ça? D'une part, la mise en concurrence et puis le système du salaire au mérite, et puis d'autre part, pour notamment des services comme Pôle emploi, comme le domaine de l'électricité aussi, etc., on va vouloir remplacer des personnes physiques réelles par des plateformes numériques qui sont considérées comme une solution à tous les problèmes. On pourra en reparler, c'est pas tout à fait mon sujet, mais quand même. À quoi est-ce qu'on reconnaît rapidement, hein, quels sont les grands les marqueurs du nouveau management public? L'obsession évaluative et l'obsession d'une évaluation évidemment chiffrée et immédiate. Aucun d'entre nous, enfin moi la première, hein, je ne dirais jamais qu'il ne faut pas évaluer ni les enseignants ni le service public, bien sûr que non. Il n'est pas question de dire laissez-nous faire ce qu'on veut et puis on se débrouillera. Bien sûr il faut évaluer, mais l'évaluation, c'est pas la même chose d'évaluer en essayant de prendre en compte de façon intelligente le temps long, les effets dans la durée, les effets de coopération, etc. Ou une évaluation chiffrée, immédiate, de mise en concurrence, et encore une fois, où on va évaluer ce qui est mesurable. Vincent de Goléja qui parle de quantophrènie, la maladie qui fait qu'on mesure comme on gratte, quoi, comme on se gratte. Parce qu'on va mesurer ce qui est mesurable. Vous avez même droit à une blague, parce que j'y pense et je l'aime bien, et je trouve qu'elle est représentative du nouveau management public. Vous connaissez l'histoire du fou qui cherche ses clés? C'est l'histoire d'un fou qui cherche ses clés dehors, sous le lampadaire. Et puis François passe à côté de lui, il dit « Bonjour monsieur, ça va ?» Et le fou dit ben, « J'ai perdu mes clés. » François dit bah, « Attendez, je vous aide à chercher, on va trouver. » Donc il cherche et tout. Et puis au bout de 10 minutes, François, qui est généreux mais pas patient, lui dit « Mais monsieur, elles sont pas là, quoi. Vous êtes sûr que vous les avez perdues là ?» Puis le fou dit « Ben non, je les ai perdues là-bas, mais ici c'est éclairé. » Et le nouveau management public, c'est largement ça, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qui est éclairé. Et c'est pas ce qui est éclairé qui est important. Les clés, elles sont ailleurs. Mais on va mesurer là où c'est mesurable. Donc, obsession de l'évaluation, obsession de la mise en concurrence, efficience. Efficience, ça veut dire ratio coût-efficacité, ça veut dire faire mieux avec moins. Faire mieux avec moins, on vous le dit tout le temps, on me le dit tout le temps, c'est n'importe quoi. On essaie de nous faire avaler une croyance qui est beaucoup plus folle encore que les croyances auxquelles on peut tous adhérer à certains moments, l'idée qu'on peut faire mieux avec moins. Donc moi, je suis prof, hein, j'avais l'année dernière une classe difficile de 36 élèves, et ma proviseure, à qui l'ensemble des enseignants disait « c'est pas possible, on va pas y arriver », elle disait « ah oui, les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles que ceux d'il y a quelques années ». Et donc on me dit « non, les enfants d'aujourd'hui sont exactement les mêmes, sauf que là on en a 36 et qu'il y a 10 ans on en avait 24 ». Donc il y a une difficulté qui est simplement liée. Elle a dit non, je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec le nombre d'élèves. Ah ben non, la qualité de mon gâteau au chocolat n'a rien à voir avec la quantité d'œufs, de chocolat et de beurre. Bon. C'est vraiment, l'efficience, c'est un mot qui sonne presque scientifique pour dire un truc qui est largement délirant. On ne peut pas, sauf quelques cas très minoritaires, faire mieux avec moins, c'est pas vrai. Mais comme on va nous le demander, on va tous devenir fous. C'est-à-dire qu'on va nous demander de faire mieux avec moins, on va arriver à nous embobiner en disant qu'on a une grande inventivité, beaucoup de qualité, qu'on est capable de se dépasser et de surmonter des difficultés. On va nous dire non. Là,
je vous dis l'objectif. L'objectif, c'est ça. Mais pour y arriver, vous faites comme vous voulez. Franchement, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez inventer de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles façons de faire cours, de nouvelles pédagogies, avec ça. Avec ça, ça ne suffit pas. Non, mais c'est pas ça la question, c'est pas les moyens. La question, c'est que vous êtes libre d'inventer de nouvelles façons d'y arriver. Et ça met les gens dans des situations effroyables. Parce que on leur met un objectif inatteignable, avec des moyens insuffisants, mais comme on fait appel à leur inventivité, à leur intelligence, à leur créativité, ils s'y mettent à fond, ils se fracassent contre le mur, et beaucoup d'entre eux, au lieu de dire « je suis dans une organisation du travail assassine qui détruit et qui rend un travail sain impossible », ils vont se dire « je suis nul ». Le nombre de collègues que j'ai qui disent « oh là là, j'y arrive pas, je suis nul, ça doit être l'âge, ça doit être moi qui suis fragile ». Non, personne ne peut y arriver. Quand on vous met des classes extrêmement difficiles en fin de journée, après déjà 6 heures de cours difficiles, on ne peut pas y arriver. Donc, moi ça va, j'ai un peu d'expérience, j'arrive à me dire, même si c'est dur, bon, t'as pas réussi à faire un bon cours aujourd'hui, mais c'est pas ta faute. Mais les jeunes collègues qui débutent, ils se disent, ben, je suis nul, il faut que je fasse un autre boulot. Donc, je donne l'exemple de l'enseignement, mais c'est valable dans un tas d'autres secteurs. Deux autres choses qui sont très importantes, je vous en ai déjà parlé en partie. L'histoire du vocabulaire. Le nouveau management public avance masqué, il ne dit pas ce qu'il fait, il dit même en général quasiment l'inverse de ce qu'il fait. Donc on va parler d'autonomie, alors qu'en fait on est dans un contrôle tatillon. On va parler de confiance, alors qu'on est dans la mise en doute et l'accusation permanente, etc. Le rapport au temps, donc, je vous l'ai dit aussi, et ce rapport au temps, il se double d'une façon d'agir qui est l'obsession du changement. Par exemple, dans les chefs d'établissement, chaque fois qu'un chef d'établissement arrive dans un établissement, il dit « ouais, je vais tout changer dans le bahut parce que vraiment ça va pas, ça s'encroute, etc. » Et il y a un discours un peu global qui dit que s'encrouter, c'est pas bien, continuer sur quelque chose qu'on sait bien faire, c'est pas bien, il faut prendre des risques, il faut être un peu dans l'insécurité, il faut... Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer sa vie assis confortablement dans un fauteuil, ça serait si c'était possible. Mais au nom de quoi le changement est préférable à la constance? Moi, je suis prof de philo, j'essaie d'améliorer mon enseignement constamment. Est-ce que c'est vraiment obligé que régulièrement on me dise qu'il faut que je fasse autrement, qu'il faut que je change, etc. Est-ce que le changement, c'est forcément toujours positif? Je pose la question. Ce qui est à peu près certain, c'est que le changement et la réforme constante, ça transforme des travailleurs qui sont des bons professionnels, qui sont des experts de ce qu'ils savent faire, en d'éternels précaires et d'éternels apprentis. On va avoir des gens qui savent très bien faire quelque chose, mais comme on va modifier ce qu'on attend d'eux et qu'on va modifier la prescription, au lieu de se dire « bon, ben, ça fait 20 ans que je travaille, maintenant je suis un bon professionnel », ils vont se dire « ben, je suis nul ». Et ça, cette fragilisation, évidemment, ça fait les affaires de ceux qui nous dirigent. Donc il y a quelque chose aussi qui est important, qui est de l'ordre de la coercition, du contrôle, mais ça je vous l'ai dit aussi. Et puis, le nouveau management public, il se pose constamment comme pragmatique et réaliste, et comme faisant des petites réformes techniques. Alors que c'est, comme on l'a vu, exactement l'inverse, c'est au contraire une organisation idéologique et avec une vision politique très forte. J'arrête un peu sur l'analyse, on pourra en reparler si vous voulez. Quelques suggestions, quelques pistes sur comment lui faire la peau et comment ne pas se laisser faire. La première chose, lutter sur les mots, c'est ce que je vous ai dit. Je garde le terme nouveau management parce que c'est moche et donc on ne risque pas de croire que c'est quelque chose de sympathique et parce qu'encore une fois le terme est transparent, je trouve, sur l'histoire du terme, sur la main, la mainmise, la manipulation, etc. De façon générale, il faut refuser d'entrer dans les pantoufles des mots qui ne veulent rien dire et des discours qui sont creux.
Il faut essayer autant que possible de crever les bulles. Et quand vous avez un chef, un inspecteur, un recteur qui vous tient un discours complètement boursouflé, s'amuser à crever les bulles, quoi. C'est assez... j'ai fait ça il y a quelques jours. Mon chef d'établissement me demandait si j'allais accueillir avec bienveillance la nouvelle contractuelle de philo. Et donc je lui ai demandé si accueillir avec bienveillance signifiait être aimable avec elle, ce qu'il connaît assez pour ne pas en douter, ou si ça signifiait qu'il comptait sur moi pour lui donner l'ensemble de mes cours, de mes progressions, aller la voir en cours pour lui donner des conseils et qu'elle vienne me voir en cours pour éventuellement qu'on discute de mes pratiques. Auquel cas, c'est un travail de tutorat qui, normalement, devrait être reconnu et rétribué. Donc, j'ai vu le masque se fissurer. Bon, ça, c'est parce que je suis un peu surentraînée. Hein, mais de fait, il faut faire une espèce de gymnastique intellectuelle constante qui consiste à s'entraîner à parler ce langage-là pour justement le déconstruire. Pour s'y entraîner, il y a des livres, hein, le mien, bien sûr, mais il y en a un tas d'autres. Et il y a pas mal de publications, où je pense aussi aux conférences gesticulées de Franck Lepage, comme vous pouvez voir en ligne, enfin un certain nombre de choses comme ça. Hein, il y a un guide d'autodéfense intellectuelle, il y a pas mal de choses intéressantes de ce point de vue-là. Une autre chose, je vous ai dit que le nouveau management public se nourrissait du fait que nous n'ayons jamais de temps libre et que nous soyons constamment suroccupés et constamment épuisés et constamment en train de chercher notre souffle. Eh bien, il faut voler du temps. Alors vous êtes là, donc vous avez déjà un bon point. Le fait que vous soyez là, un mardi soir, en plein hiver, c'est quand même vachement bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un moment donné où, au lieu de céder à votre fatigue, de céder à tout ce que vous avez à faire, vous vous êtes dit, je viens quand même. Je viens quand même, je prends du temps et je prends du recul. À partir du moment où on arrête de courir, on arrête d'être asphyxié et on s'arrête, on prend le temps de réfléchir, par exemple en venant à une soirée comme aujourd'hui, par exemple en lisant un bouquin, par exemple en se posant, en discutant, en allant à une réunion politique ou à une réunion syndicale, on est déjà gagnant, parce qu'on est déjà en train d'arrêter de tourner en rond comme un cheval ou un hamster. Et parfois, il faut voler du temps. Je dis à mes collègues profs, on vous fait croire qu'il y a 10 000 réunions obligatoires, il n'y en a pas 10 000, il y en a 3 obligatoires. Donc c'est là, il faut y aller, mais les autres, vous n'êtes pas obligés d'y aller, vous n'êtes pas obligés d'être dans la soumission, dans la servitude volontaire. Une partie de la force des puissants, comme dirait la Boétie, vient du fait que nous sommes à genoux. Et si on n'entre pas dans cette acceptation de la domination d'un système, le système, souvent, il s'effondre de lui-même, ou en tout cas, il tient moins bien. Un troisième point qui me semble important, et qui est pour moi aussi très important en termes de force, c'est le rôle du travail et de la conscience qu'on a, qu'on fait bien notre travail, qu'on est les experts de notre profession, alors qu'on essaie de nous faire croire, justement, comme je vous le disais il y a quelques minutes, qu'on est d'éternels apprentis. Alors bien sûr, à certains égards, et je trouve que c'est bien, on est toujours en train de s'améliorer et d'apprendre, ça d'accord. Pour autant, il ne s'agit pas de nier l'expérience et la force de l'expérience. Alors que ça, c'est beaucoup fait, parce que quelqu'un qui a d'expérience et qui dit moi je suis l'expert de ma profession, c'est pas quelqu'un qui est facile à paniquer et à manœuvrer. Donc on essaie de modifier le travail pour nous faire croire qu'on est nul. Juste une anecdote, hein, j'animais un stage auprès des instituts du 93. Ils m'ont dit qu'ils avaient une formation de leur inspection quelques semaines avant. Le gars qui était venu du ministère, sa première phrase c'était « Enseignant, ne vous faites pas confiance ». Et après, il leur a expliqué qu'il ne savait pas apprendre à lire aux enfants. Que ce qu'il faisait, c'était nul, qu'il ne fallait surtout pas faire comme ça, que tout ce qu'il faisait depuis 30 ans, c'était mauvais. Ça, c'est typique, c'est-à-dire que arriver à faire croire à des gens qui ont de l'expérience, enfin, les instituts du primaire, pour les avoir beaucoup fréquentés, l'immense majorité passe son temps à faire des stages, des formations pour essayer d'améliorer leur pratique, pour essayer de trouver comment ils peuvent faire, à échanger des choses. Et là, on leur dit, tout faux, vous êtes nuls, nous on sait, écoutez-nous. Donc ça, c'est vraiment
ne pas croire à ça, ne pas se laisser dire ça, mais ça vaut pour les collègues du privé comme ceux du public, hein. C'est vraiment important de s'ancrer, de s'enraciner dans notre professionnalité et d'apprendre à dire notre travail. Il y a un livre que j'aime bien, que je ne vous ai pas ramené ce soir, mais qui s'appelle « Vous faites quoi dans la vie ?», où il y a 27 personnes qui font 27 métiers différents. Ça va de paludier à réparateur d'éoliennes, dermato, avocat et prof de philo, c'est pour ça que je le connais, et qui racontent de façon la plus précise possible ce qu'ils font dans leur travail. Et c'est là qu'on réalise à quel point chaque travail est un travail extrêmement complexe et dans lequel on développe une vraie compétence. Donc ça, par rapport à des chefs, à des managers un peu qui planent, opposer la réalité de la connaissance et de l'expérience concrète, c'est une vraie force. Et puis, je vais finir par là parce que je sens que malgré sa gentillesse, François trépigne à mes côtés. Je dirais qu'il y a deux choses importantes encore. L'une, le nouveau management public se nourrit de nos divisions et se nourrit de notre isolement. Par exemple, tous les systèmes de salaire au mérite sont des systèmes où, au lieu de dire nous, on va dire je. Et au lieu d'être pris comme un collectif, on va être pris comme un individu, évidemment responsable et coupable de tout ce qui va mal, et à qui on va pouvoir mettre la pression. La seule solution, qui est d'une extrême complexité et difficulté, mais c'est de construire du collectif, bien sûr. Je vous le dis avec toute la modestie possible, hein, je sais à quel point, dans tous les domaines, construire du collectif, c'est ce qui est à la fois de plus précieux et de plus compliqué. Parfois on y arrive parce qu'on défend quelqu'un, parce qu'on défend, par exemple, les éboueurs du SIOM, parce qu'il y a des moments d'évidence où les injustices sont tellement massives à l'égard d'une personne, à l'égard d'un groupe, que tout le monde se lève. Mais c'est pas toujours comme ça, c'est même rarement comme ça. La plupart du temps, le collectif, il est à construire pas à pas, obstinément, malgré toute la difficulté. Et essayer d'attraper tous les moments de construction du collectif possible. Et l'autre chose, alors ça c'est un petit peu plus pour revenir juste sur l'histoire des services publics, hein, les services publics c'est vraiment un trésor, mais c'est un trésor qu'il faut partager entre agents, usagers et l'ensemble des personnes pour qui c'est un patrimoine et pour qui c'est une richesse. Donc il faut ne pas le garder pour nous, ne pas croire qu'on en est les seuls dépositaires quand on est agent de service public comme moi, et au contraire considérer que c'est un bien commun et un trésor commun. J'arrête là, en m'excusant de ne pas avoir suivi mon plan du tout, mais en espérant que vous avez quand même trouvé un petit intérêt à ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, maintenant on va passer à l'épisode suivant, questions-réponses. Donc la pratique est toujours la même, hein, 3-4 questions, une première série, voilà. Par contre, vous passez par Maryse qui détient le micro magique. Nicolas, et là-bas, et...